Histoire mondiale de la France. Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1883. Du Zambèze à la Corrèze, une seule langue mondiale? Écrit par Pierre Singara-Velloux, lu par Emmanuel Lafont. Où avez-vous appris la langue de Molière? À l'Alliance française, bien sûr, aurait répondu Ernesto Guevara en janvier 1959 à l'ambassadeur de France impressionné par l'excellente maîtrise linguistique du tché. Lequel, tché, apprenant que les guérilleros avaient sur ordre de Fidel Castro fermé la grande alliance française de la Havane, ordonne sa réouverture dès le lendemain matin. Après tout, même les bolcheviks avaient épargné l'alliance de Moscou en 1921. Langue des Lumières et de l'émancipation, le français l'aide assurément dans l'esprit des révolutionnaires, tel le jeune Raphaël Guillen, futur sous-commandant Marcos, venu à Paris en 1977 pour suivre les cours de l'Alliance française avant de goûter à ceux de Louis Althusser et Michel Foucault. Ils auraient sans doute été confondus d'apprendre l'origine impérialiste de cette vénérable institution fondée à Paris le 21 juillet 1883 sous le nom de l'Alliance française pour la propagation de la langue française dans les colonies et à l'étranger. Ce jour-là, au 215 boulevard Saint-Germain, dans la petite salle du Cercle Saint-Simon, fondée quelques mois auparavant afin, je cite, d'étendre l'influence de la France par la propagation de sa langue, le géographe Pierre Foncin et Paul Cambon, résident général à Tunis, tous deux républicains fervents et partisans de Jules Ferry, ont réuni un étrange aréopage, un haut fonctionnaire, un savant arabisant, un ancien ministre de l'instruction publique, un membre de la communauté protestante, un missionnaire catholique et un représentant de la communauté juive, tous résolus à promouvoir les intérêts de la France en Tunisie. Dans ce nouveau protectorat, ils entendent asseoir l'autorité de la puissance coloniale face à l'imposante communauté italienne en inventant un nouvel outil d'influence. Ce projet pédagogique, patriotique et colonial a mûri au sein des sociétés de géographie en pleine expansion. L'Alliance française, calquée sur le modèle de l'Alliance israélite universelle fondée en 1860, très active en Tunisie depuis 1878, prend la forme d'une association financée en partie par l'État et constituée de comités locaux de bénévoles qui organisent des réunions et des conférences pour, je cite, faire connaître les mérites de la langue française, crée et subventionne des bibliothèques et des écoles afin de multiplier les amis de la France, je cite. Très vite, il s'agit de suppléer les infrastructures scolaires déficientes de l'État colonial dans l'ensemble de l'Empire, de réaffirmer la mission civilisatrice de la France et son prestige culturel après la défaite de 1870. En 1884, un obscur maître de conférences à l'université de Toulouse rappelle la raison d'être de l'association. L'Alliance a bien raison de songer avant tout à la diffusion de notre langue. Nos colonies ne seront françaises d'intelligence et de cœur que quand elles comprendront un peu le français. Pour la France, surtout, la langue est l'instrument nécessaire de la colonisation. L'émigration n'est pas abondante chez nous, comme en Angleterre et en Allemagne. Et on aura beau la favoriser, elle ne sera jamais suffisante pour distribuer sur les vastes territoires de l'Algérie, de la Tunisie, de la Manne, de la Nam et du Tonkin, des Français qui, par leur seule présence, propagent notre influence et nos idées. Cette hantise du déclin démographique exprimée ici par Jean Jaurès est partagée par le géographe Onésime Reclus, qui forge le terme de francophonie en 1886 pour désigner
ce nouvel empire linguistique qu'il préconise d'étendre. Car la langue, plus que le commerce ou la race, est le ciment de l'empire, liant la capitale et les périphéries métropolitaines et coloniales. Nous acceptons comme francophones tous ceux qui sont ou semblent destinés à rester ou à devenir participants de notre langue, bretons et basques de France, arabes et berbères du Tel, dont nous sommes déjà les maîtres. Intégrant en outre, dans la francophonie, une partie de la Belgique, de la Suisse et du Canada, il estime toutefois que seul l'empire colonial peut rendre la langue française universelle. Cette ambition impériale séduit Pierre Fonsin, qui dirige l'institution et préconise une conquête morale, je cite, des populations colonisées, en privilégiant l'apprentissage de la langue orale, un français rudimentaire, qui suffit selon lui aux besoins et aux capacités des indigènes. D'autant que cet impérialisme culturel s'avère moins onéreux que la coercition militaire. L'entretien, je cite, d'un instituteur coûte moins cher que celui d'une compagnie de légionnaires. La langue française est parée de toutes les vertus par les élites républicaines qui, à l'instar des nouveaux membres du conseil d'administration de l'Alliance, Ferdinand de Lesseps, Ernest Renan, Louis Pasteur, Jules Verne, Hippolyte Taine, Armand Collin, communient dans une même foi dans cette langue parfaite, je cite, qui allie précision, clarté et élégance. Jamais on ne déraisonne et jamais on équivoque quand on parle français, s'exclame sans sourciller Jules Simon en 1888 devant un parterre de notables conquis. Les philologues réinventent alors la langue nationale en lui attribuant une origine autochtone, parisienne plus précisément, berceau du francien. La supériorité du français, lieu commun de la fin du siècle, était exaltée 20 ans auparavant par Victor Hugo dans son William Shakespeare, je cite, « À quoi, chez tous les peuples, reconnaît-on l'intelligence? À ce signe, parler français. » En effet, depuis le XVIIIe siècle, le français, qui bénéficie du prestige de la littérature classique, ainsi que de la vie mondaine et intellectuelle parisienne, s'est substitué au latin, devenant par l'intermédiaire des aristocrates, journalistes, publicistes, aventuriers et instituteurs francophones, la lingua franca d'une grande partie des élites en Europe, en Russie et en Amérique, la langue diplomatique depuis le traité d'Utrecht de 1713, la langue de la littérature, de la science, de l'amour et de la conversation dans les cours et les salons. Cette hégémonie est remise en question précisément dans les années 1880, lorsque la France prend part à une véritable guerre des langues et subit ses premiers revers avec le déclin des exportations de livres français à l'étranger. Quand les nations ne se battent pas à coups de fusil, c'est la langue qui est entre elles le grand instrument de bataille. Les missionnaires anglo-américains répandent en Afrique, en Asie et en Océanie leur Bible d'abord, puis l'usage de la langue anglaise. Nos voisins d'outre-Manche sont gens pratiques, et ils savent que partout où résonne la langue anglaise, on achète les produits anglais. Écrit Fonsin en 1888. L'allemand rivalise avec le français dans le domaine scientifique, tandis que l'italien connaît une forte expansion consacrée par la création de la Société Dante Alighieri en 1889. Pour réunir l'humanité divisée par l'exacerbation de ces impérialismes linguistiques, de nouvelles langues, telles le volapük en 1879 et l'espéranto en 1897, sont construites et connaissent bientôt un succès international. Si le français est jusqu'à la fin du XIXe siècle
l'apanage d'une partie des élites mondiales, parle-t-on pour autant cette langue dans toute la France? Rien n'est moins sûr. Dans une conférence à l'école professionnelle de Bordeaux, prononcée en 1884, le secrétaire général de l'Alliance rappelle que le combat se mène d'abord en métropole. Sans sortir de France, j'aperçois quelques taches noires. Vers le nord, on parle le flamand, en Bretagne le bas-breton, vers les frontières d'Espagne, le basque et le catalan, dans tout le Midi, divers patois dérivés de l'ancienne Languedoc. Avec les progrès de l'instruction primaire, les taches noires s'effaceront peu à peu, et l'on peut prévoir le moment où la langue française sera comprise et parlée par tous les Français. Le français progresse et les langues régionales reculent grâce aux lois scolaires de Guizot en 1833, Falloux 1850 et surtout de Jules Ferry en 1881-82. Toutefois, les inspecteurs du Second Empire témoignent de la résistance des patois dans une grande partie du pays. À Moissac, c'est avec peine souvent que l'homme du Nord peut arriver à se faire entendre. En Haute-Garonne, pour la plupart des enfants, surtout dans les communes rurales, le français est comme une langue étrangère aussi intelligible que le latin de leur psautier. Pire, dans le Tarn-et-Garonne, il semble que le français soit du chinois pour les écoliers. Avec des réserves, inhérentes à la difficulté de recenser les patoisans non francophones, l'enquête de 1864, commandée par Victor Duruy, conclut que l'usage de la langue française est minoritaire dans une grande partie de l'Alsace-Lorraine, la Bretagne, l'Ariège, en Corrèze, Haute-Vienne ou dans l'Hérault et les Alpes-Maritimes, y compris à Montpellier et Nice, où le montpelliérain et le nissard règnent en maître. Presque personne ne parle alors la langue nationale dans l'Aveyron, le Gers, le Var ou en Corse. Ce n'est qu'au tournant du siècle que le français s'impose, grâce notamment à l'école primaire gratuite et obligatoire, au service militaire universel et à l'essor de l'économie de marché. Au même moment, le principe différentialiste de l'association se substituant à la politique velléitaire d'assimilation des indigènes, je cite, « l'Alliance française néglige sa mission scolaire originelle dans les colonies. Son influence, comme celle de l'État colonial français, y fut, somme toute modeste. À la veille des décolonisations, moins de 10% des enfants indigènes sont scolarisés dans l'enseignement primaire. L'association se concentre sur les cours pour adultes et l'action culturelle en Europe, en Amérique et en France. Dès 1890, s'activent les comités de Barcelone, Amiens, l'île Maurice, Châteauroux, Mexico, Bar-le-Duc, Rio, Bayonne, La Havane, Besançon, Melbourne, Nîmes. La langue devient le symbole et la matrice de l'unité nationale et l'un des principaux axes de la diplomatie culturelle française, comme le rappelle Charles de Gaulle le 30 octobre 1943 à Alger, à l'occasion du 60e anniversaire de l'association, alors que l'Alliance de Paris a été fermée par Otto Abetz et ses archives transportées à Berlin. C'est par de libres rapports spirituels et moraux, établis entre nous-mêmes et les autres, que notre influence culturelle peut s'étendre à l'avantage de tous et qu'inversement peut s'accroître ce que nous valons. Organiser ces rapports, telle fut la raison de naître, telle est la raison de vivre, telle sera la raison de poursuivre de l'Alliance française. Cette francophonie a été portée quotidiennement par les étrangers qui ont animé les comités partout dans le monde et revitalisée dans les années 1960 par le Cambodgien Norodom Sihanouk, le Tunisien Habib Bourguiba, le Nigérien Amani Diori et
le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le français, véritable butin de guerre, une expression de Kateb Yassine, le français véritable butin de guerre des anciens colonisés, est alors devenu une des principales langues du continent africain.